Bonjour. D'abord, vous remercier Thierry Collot de son invitation à ce beau colloque sur ce beau sujet difficile. Et veuillez m'excuser car les obligations liées à ma congrégation font que je devrais vous quitter tout de suite après cette communication, malheureusement pour moi. Je ne pourrai donc pas écouter mes collègues hormis Dominique. Donc la question que je me propose de traiter avec vous, comment faire quand l'idéal paraît inaccessible, comment vivre le réel? S'il y a bien une question qui occupe le théologien, la théologienne moraliste, c'est bien celle-ci, puisque ce dont il s'agit, c'est quand même de l'art du possible. Mais l'art d'impossible que chacun ignore, impossible, en deux mots, qui n'a pas un contour strict délimité une fois pour toutes. Alors comment pouvoir penser cette question face au thème de ce colloque? Pour le dire autrement, on pourrait le réfléchir entre une éthique de détresse et une éthique de promesse. Une éthique de détresse quand l'enfant ne vient pas, quand on ne correspond pas à l'image à laquelle on voudrait correspondre, l'image sociale attendue, détresse de la souffrance, de la douleur, y compris dans les techniques de PMA, et éthique de la promesse. Comment pour autant promettre que la vie peut être bonne? Comment pour autant promettre qu'il est possible de dire oui à la vie, et à la vie telle qu'elle se présente, et non telle que nous aurions tant aimé, les uns et les autres d'ailleurs, qu'elle puisse être? Alors, j'aurai deux grands temps. Le premier, une sorte de socle, ou d'arrière-pays, si vous voulez. Autrement dit, face à cette question, qu'est-ce que veut dire me situer comme théologienne moraliste? 4 obligations, me semble-t-il, traversent alors le champ de la pensée, en tout cas de la mienne. Tout d'abord, la condition humaine est une condition tragique, parfois une condition fracassée. Et nombre d'entre vous le reconnaîtront à travers mes mots. Je suis ici très influencée par la pensée de Jean Ladrière et de Paul Ricoeur. Deux façons de dire cette condition tragique. Le tragique du conflit entre deux règles, entre deux droits, entre deux devoirs, aussi légitimes l'un que l'autre, mais aussi incompatibles l'un que l'autre. La raison d'État en temps de guerre et le devoir sacré de sépulture envers ceux de sa famille, Antigone et Créon. Le conflit qui traverse la théorie de la justice entre le respect fondamental des libertés et le principe non moins fondamental de l'égalité. Et nous pourrions poursuivre ainsi longtemps cette liste de règles, de droits, de devoirs, aussi légitimes l'un que l'autre, et parfois aussi incompatibles l'un que l'autre, ou plus exactement l'un avec l'autre. Et ce qui fait le tragique, c'est ce que Ricoeur appelle l'étroitesse de l'angle d'engagement. Autrement dit, et je pensais à ceci en écoutant Dominique à l'instant, autrement dit, chacun est enserré dans sa propre règle, dans son propre devoir, et ne peut sortir, en quelque sorte, de cet entonnoir. Conflit qui nous traverse les uns avec les autres, mais tragique du conflit qui nous traverse en nous-mêmes, chacun de nous. Principe peut-être de la condition même de finitude.
Mais un deuxième tragique, nous le savons bien, se pose à l'existence humaine, peut-être plus dur encore. Le tragique qui correspond à l'ambiguïté fondamentale de l'humain, de la condition de finitude qui est à la fois agent de ses actes et patient, coupable et en partie victime. Ce qui vient d'emblée nous couper, nous traverser, dont la figure la plus antique est sans aucun doute celle du destin aveugle qui ne se soucie ni de justice, ni des personnes, et écrase indistinctement tous ceux qui se dressent contre lui. Ce que fait sentir ce tragique de l'existence, au-delà de la souffrance qu'il provoque, c'est sans doute en effet le sentiment d'irréversible, d'irréparable qui l'accompagne. Un tragique encore accentué dans, par exemple, le récit d'Œdipe, lorsque le personnage s'enfonce dans son crime, tuer son père, épouser sa mère, le fait de manière aveugle, sans savoir même ce qu'il fait. Tragique où les conséquences de notre acte se détachent de nos intentions premières, s'autonomisent en quelque sorte. Et ici, nous pourrions, avec prudence, faire des ponts avec des questions bien concrètes du sujet de ce colloque, entre le désir qui a sa légitimité d'enfant et la question, après, les conséquences qui peuvent s'autonomiser, telles les embryons surnuméraires, les conséquences de l'anonymat du donneur en cas de PMA, etc. Premier point, donc, cette question de la condition tragique comme toile de fond de la réflexion éthique sur un sujet comme le nôtre. Deuxième tableau, en quelque sorte, l'éthique, me semble-t-il ici, comme dans bien d'autres questions d'ailleurs, ne consiste pas à d'abord avoir des réponses qui seraient comme autant de parapluies que nous pourrions ouvrir en fonction des circonstances. Mais l'éthique consiste à chercher à pouvoir devenir responsable des actes que nous posons, y compris si nous n'avons pas de réponse globale, générale, permanente à nos questions. Se décider à agir, s'y décider avec opiniâtreté autant qu'avec modestie. Non dans le général de l'anonyme, mais bien dans le singulier de l'histoire. Se décider à agir et continuer pourtant à s'interroger. Peut-être nous faut-il, et l'intitulé du colloque qui invite, mettre en place une éthique qui soit plus interrogative que prescriptive, qui entende cette remarque du philosophe Gadamer lorsqu'il écrit « On peut comprendre une proposition que si on la comprend comme la réponse à une question. Connaître la réponse renvoie à une nouvelle question. » Troisième point de ce fond de gravure, l'éthique cherche à tenir ensemble le sens de la responsabilité et la réalité de la fragilité humaine, la réalité de son ambivalence, de son ambiguïté souvent. Et ceci est ô combien présent dans le thème de ce colloque. Se rendre responsable alors que nous sommes des êtres mêlés, mélangés, empêtrés dans nos histoires, dans nos erreurs, dans nos fautes, parfois, dans nos désirs contradictoires, où nous sommes des êtres qui sommes loin, contrairement à ce que parfois la modernité voudrait nous faire croire, à nous décider seulement du sein de notre conscience ou du sein de notre rationalité, mais au moins tout autant avec notre cœur, notre corps, notre âme.
mélange nécessaire qu'il nous faut prendre en compte. Nous ne sommes pas des êtres si autonomes que cela, moins encore si rationnels que cela. Et enfin, quatrième remarque de ce premier point pour situer la façon d'essayer d'appréhender cette question de la tension, possible ou pas, entre l'idéal et le réel. L'éthique, me semble-t-il, doit pouvoir rendre compte d'un désir de vivre. Elle doit pouvoir rendre compte, soutenir une capacité à pouvoir dire oui à l'existence. Et à pouvoir dire oui à l'existence telle qu'elle se présente à nous, telle qu'elle est. Non pour que nous ne la fassions pas évoluer, non pour ne pas désirer changer, mais parce que pour espérer s'orienter, pour espérer faire usage de sa liberté, il importe d'abord, lentement, de pouvoir se décider à ce que le oui l'emporte sur le néant, à ce que du sens de l'existence l'emporte sur l'à quoi bon, à ce que du sens soit possible, puisse être construit malgré tout. Et le malgré tout, nous le savons bien, peut peser bien lourd devant tant de souffrances, devant la douleur de l'hypofertilité, devant le sentiment de ne pas correspondre à la bonne image de la famille, de la femme, de l'homme, du père, de la mère accomplie, devant le fait d'être porteur d'une maladie génétique grave et transmissible, etc. Pouvoir rendre compte qu'il est pourtant possible de dire oui à l'avenir, alors même qu'il est inconnu. Et j'en arrive à mon second temps avec un petit moment d'intermède qui est de tenter de revenir un instant sur le sens des mots, à savoir l'idéal et le réel, en tout cas sur un sens, bien modeste pour ce matin, de ces deux termes. L'idéal, nous le savons bien, ce terme renvoie au monde des idées. Et c'est de cette étymologie qu'il provient, ce qui participe à la nature des idées, qui n'existe ou ne peut exister que dans l'intelligence ou dans l'imagination, nous disent les dictionnaires savants, qui réunit toutes les perfections que l'esprit peut concevoir indépendamment de la réalité. Et simplement ces deux citations, celle de La Bruyère, plus une philosophie est subtile et idéale, plus elle est vaine et inutile, pour expliquer des choses qui ne demandent qu'un sens droit pour être connues. Et ce propos de Rousseau dans les Confessions, au livre 9, ne voyant rien d'existant qui fût digne de mon délire, dit-il, je le nourris dans un monde idéal que mon imagination eut bientôt peuplé d'êtres selon mon cœur. Nous voilà donc prévenus. L'idéal relevant de la perfection, de toutes les perfections que l'esprit peut concevoir, semble bien loin de ce qui peut être accessible à l'humain, et non seulement bien loin, mais peut sembler même bien dangereux à ce qui peut être accessible à l'humain. Alors, qu'en faire ? Mais avant d'y revenir, attardons-nous une seconde sur l'autre terme de notre titre, le réel, substantif autrement compliqué de par l'écho lacanien qu'il suscite. Si je me réfère donc un instant, et bien de façon un peu caricaturale, à la clinique de Lacan et à l'ampleur de ses écrits dans le domaine, que dire ? Sinon que le réel en impose. Lacan oppose, je pense avec justesse, en tout cas avec intérêt intellectuel, la réalité et le réel.
La réalité étant la façon dont, justement, l'esprit humain est capable de mettre en ordre ce qu'il vit, de le concevoir, de le raconter, de le décrire, de décrire son monde, le monde où il est, ce qui l'entoure. D'une certaine façon, nos facultés de théologie, de philosophie, de toutes les sciences d'ailleurs, les journaux quelque peu instruits, toute la littérature, est là pour nous aider à appréhender la réalité, à nous donner les moyens d'y comprendre quelque chose, de pouvoir formuler cette réalité, de pouvoir la parler, l'articuler, la penser donc. Il s'agit donc d'une capacité à ordonner les choses, à ordonner les contraintes même où nous sommes, du monde où nous sommes. La réalité parle donc de la perception de notre intelligence. Le réel, par contre, lui, définirait plutôt, en tout cas à titre heuristique, la limite du savoir, la limite à partir de laquelle le savoir ne peut être appréhendé. Rappelons-nous simplement un tragique exemple, si j'ose dire. Pensons à l'homme traumatisé du XXe siècle, après les camps, après la bombe atomique à Nagasaki, Fukushima, qui échappe aux prévisions, à toutes les prévisions que l'homme a pu faire, en ne se limitant pas aux conséquences connues de l'atome, mais en générant, une année seulement après, des mutations génétiques dans le monde animal. Un réel alors qui poursuit sa route tout seul, sans que nous puissions l'appréhender, sans que nous puissions le concevoir. Comment alors faire face à ce réel, là où justement personne ne le sait d'avance? Peut-être que la seule façon de tenter de se sortir de ce qui apparaît comme une impasse serait de proposer une voie praticable pour tenter de tenir ensemble quelque chose d'un idéal, et non de l'idéal, mais d'un idéal, et en même temps de faire face, autant qu'il est possible au moins, au réel. Dans ce deuxième temps, donc, je proposerai 5 points d'attention. Tout d'abord, l'attention aux techniques, et Dieu sait si la question de la vie renvoie aux techniques et la question de la procréation plus encore. S'il y a bien un trait qui domine toute la réflexion éthique aujourd'hui, c'est bien le vertige des possibles techniques. Vertige des possibles qui vient brouiller nos frontières entre la science de ce qui est et la morale de ce qui devrait être. La multiplication des moyens donne à chacun ce sentiment que tout est possible. Et les images de nous-mêmes, de la vie, sont conditionnées par ce vertige des possibles qui vient influencer nos représentations, nos jugements, nos façons de penser le bien, le bonheur, la vie, la famille, etc. Les possibilités techniques et leur croissance mêlent sans cesse, et je pense qu'on ne peut pas leur demander autre chose, l'ivraie et le bon grain. La première question à se poser est alors notre rapport aux instruments possibles. Comment élever notre réflexion éthique? Comment élever nos actions à la hauteur
des instruments que la modernité scientifique nous propose, nous offre, parfois nous impose. Question bien difficile, tant cette évolution est rapide et complexe, et la seule évolution sur 15 ans des procréations médicalement assistées, sans même faire intervenir la question de la gestation pour autrui, en témoignerait amplement. La question ici qui doit nous tarauder n'est non pas tant qu'est-ce qui est possible ou quels sont les possibles, ni même quel serait l'idéal avec un grand I, mais plutôt qu'est-ce qui est préférable à l'humain, qu'est-ce qui est préférable à telle ou telle personne, qu'est-ce qui est préférable à telle ou telle société, qu'est-ce qui est préférable à telle famille, à tel couple. Et le travail de l'éthique commence là où l'on sait justement que tout n'est pas possible. Et là où l'on accepte en même temps qu'il faut se décider sans pour autant tout pouvoir maîtriser. Première condition, donc, l'importance, l'attention, la considération, la prise au sérieux sur les techniques. Deuxième considération, deuxième condition, la question du temps. Car dans notre problématique, des temps s'entrechoquent. Le temps des représentations, la représentation du désir d'enfant, des attentes, d'être une famille comme les autres, comme on voulait l'être, comme on voudrait l'être. Tant des représentations de ceux qui nous aiment et de leurs projections sur nous-mêmes. Deuxième temps des techniques. Tant des techniques avec une sorte de double circonstance, qui est que le temps des techniques squeeze le temps, puisque les techniques vont toujours plus vite que la pensée, vont toujours plus vite que l'éthique. Les techniques n'ont pas le temps d'attendre les conclusions à chaque étape d'une nécessaire réflexion. Donc une sorte de temps humain brisé. Et en même temps, ces techniques, aujourd'hui, rendent possible de dissocier les temps entre la sexualité et la procréation, entre la procréation et le corps, entre la génétique et la naissance, entre la maternité et la génétique. Et on peut ici se poser au moins cette question par rapport à cette dissociation des temps, alors que l'humain a besoin de faire l'unité de son existence. Peut-on imaginer que l'on puisse réparer une dissociation, comme la dissociation entre la sexualité et la procréation dans les situations d'hypofertilité, donc que l'on puisse réparer cette dissociation par une autre dissociation proposée par la technique, y compris celle peut-être la plus grave, la plus inquiétante, je ne sais, entre la gestation et l'affectivité dans, entre autres, les gestations pour autrui. Tant des représentations, tant des techniques, mais aussi, dans ce sens du temps et des temps qui s'entrechoquent, sens de l'éthique. Car l'éthique, elle, a besoin de prendre son temps, pas de chance. Elle ne se programme pas dans nos agendas électroniques. Il y faut du temps, un temps que je ne maîtrise pas d'avance
et pourtant un temps où, à un moment donné, il me faudra trancher pour m'orienter. Pouvoir dire oui à son existence telle qu'elle est demande du temps. Temps bien souvent brouillé, non par le corps médical, par volonté, mais aussi de par le rapport à l'horloge biologique pour les femmes et les circonstances même des progrès de la technique qui se proposent et parfois veulent s'imposer à nous. Importance donc, malgré tout, de tenter de prendre ce temps de la réflexion éthique, du cheminement éthique, pour tenter de trancher en soi-même et avec l'autre et avec les autres, et non de laisser d'autres, société, corps médical, proches, image de soi, trancher à ma place. Troisième condition de ce passage ou de cette tension de l'idéal au réel, pouvoir tenir ensemble le je, le tu et le il, selon la longue réflexion de Paul Ricoeur, ramassée dans sa petite éthique de soi-même comme un autre. Entrer donc dans ce que le moraliste catholique français appelait une éthique en situation et non une éthique de situation. Agir, c'est tout d'abord, nous le savons bien, agir à la première personne. Tout acte dit le sujet que nous sommes, ou tout au moins en exprime le désir. Pourtant, ce sujet n'apparaît qu'à la faveur d'un autre, d'un toi, d'un tu. Notre identité, nous le savons bien, est appelée par autrui. Je et tu sont nécessairement appelés à vivre en réciprocité. Mon comportement n'est véritablement une action que si je me tiens devant un autre, devant un toi, que si je peux lui répondre de ma manière de faire et d'agir. Mais il nous faut aller plus loin, et c'est parfois le problème de nos sociétés. Ce fut sans doute une des questions qui aurait dû pouvoir être débattue dans la question du mariage entre personnes de même sexe en France. Encore faut-il faire place au « il », encore faut-il faire place à celui que l'on ne rencontre jamais, à la troisième personne qui introduit en éthique une épaisseur objective, celle des contraintes, du contexte, celle où apparaît autre chose que simplement les singularités, la mienne, ou celle de l'autre, du tu. Autrement dit, pour chercher un compromis, pour chercher une voie de promesse possible, encore faut-il entrer dans une sorte de conversation, sinon à trois, en tout cas où un tiers est convoqué, où l'interlocuteur, ou mon interlocuteur, saura faire advenir ce « il » de la société, de nos lois, morales d'abord, légales autrement, le « il » des autres. Quatrième proposition pour effectuer cette tension, cette traversée, pour rendre possible cette traversée, ou pour tenter de se dépêtrer d'une façon ou d'une autre de l'idéal au réel, la question du dilemme. Nous le savons tous, nous voudrions bien accéder à une unité complète, à une non-contradiction entre les valeurs qui nous déchirent souvent. Comment tenir ensemble une unité suffisante de sens, du sein même
de conflits de valeurs. Être fidèle à l'Église catholique, entendre en même temps un désir qui peut avoir sa justesse, sa légitimité d'enfant, vouloir tenir à l'unité, non seulement de son couple, mais de son amour, de la façon de s'aimer, jusque dans sa chair, et en même temps, parce qu'atteint d'une maladie génétique grave, savoir que pour pouvoir espérer avoir un enfant de sa chair, comme on dit, en tout cas, à tout le moins de son patrimoine génétique, il faut pouvoir recourir à une procréation médicalement assistée, sauf à risquer une transmission d'une pathologie parfois létale. Comment faire face à ces dilemmes? L'humain est ainsi habité, traversé, et il nous faut nous garder de trop vite les résorber, d'entrer dans les pensées binaires que Dominique évoquait tout à l'heure, qui feraient que l'on pourrait si simplement évacuer une proposition au détriment d'une autre. Comment faire pour trancher, pourtant en articulant ce qui travaille nos dilemmes et qui est au cœur même de la réflexion éthique. Et cinquième point d'appui, comment penser l'unité de l'existence? Le nécessaire travail d'unité de l'existence, non pas l'unité de l'existence comme une règle, comme une sorte de cohérence déjà donnée, mais bien comme une quête, comme l'œuvre d'une vie, comme un fil rouge. Et je me réfère ici aux trois plans de Paul Ricoeur entre la cohérence narrative, la cohérence pragmatique et la cohérence poétique. Alors, un mot. La cohérence narrative. Les événements ne sont jamais bruts, mais bien toujours interprétés, non seulement interprétés, mais surtout réinterprétés au fil des temps, au fil de la sédimentation du temps. Notre existence est-elle un tissu d'histoires racontées? L'identité narrative de chacun d'entre nous n'est jamais une identité stable, sans faille, elle se fait, se défait, heureusement, se refait aussi au fil des circonstances, au fil souvent aussi des malheurs, des épreuves qui traversent nos vies et qui introduisent du cœur de cette unité narrative ou de sa tentative cette question du pourquoi moi, du pourquoi ça m'arrive, comment encore donner sens à la vie dans le malheur. Entre vivre et mourir, la vie peut-elle encore garder un sens? Ainsi, tenter d'approfondir une identité éthique demande d'abord que ce travail d'unité narrative puisse s'entamer, se faire, se refaire, aussi inaccessible soit-il dans sa totalité, et toujours inachevé. Ce qui nous rend dignes, à nos propres yeux souvent, je ne parle pas de la dignité intrinsèque du sujet, bien sûr, mais ce qui nous rend dignes d'estime pour nous-mêmes, devant les autres. C'est bien de pouvoir rendre compte d'une vie bonne, et cette vie bonne demande de pouvoir être racontée. Et je ne peux ici que vous renvoyer à un magnifique chapitre du livre de Jean Ladrière dans l'éthique dans l'univers de la rationalité, sur la question de l'engagement, où Jean Ladrière raconte comment,
alors il ne parle pas de la vie bonne, mais comment ce qui compte ici est de pouvoir relier la capacité à saisir notre passé, y compris ce passé dont nous ne sommes pas les auteurs, mais que nous avons vécu, chacun d'entre nous, mais dont nous ne sommes pas forcément les premiers auteurs, loin s'en faut, à pouvoir vivre, à pouvoir nous orienter vers l'avenir, donc à pouvoir dessiner un avenir, orienter une vie, et à le faire dans le présent. Donc comment la figure du présent, la figure de la vie bonne au présent, la figure de la promesse de ce point de vue-là, de la vie bonne, consiste à aujourd'hui pouvoir croire que je peux rassembler ce qui m'est arrivé, d'une certaine façon m'y reconnaître, le faire mien. Je suis celui qui a vécu ceci ou cela, et en même temps à pouvoir croire que, avec ce paquet, il est bien possible, il est toujours possible d'orienter son existence avec de la liberté. Du sein même des vicissitudes de l'histoire, de l'existence. Et en même temps, dans cette cohérence narrative, la question de pouvoir être digne d'estime demande à être comme conforté par la parole de l'autre, par la présence de l'autre, par la confirmation, en quelque sorte, de l'autre. Et nous l'avons tous expérimenté de nombreuses fois. C'est bien un tiers qui nous autorise à raconter, à promettre, à vivre, à poser des promesses, à croire qu'elles sont possibles. Ici, une question peut être adressée à nous-mêmes, aux communautés chrétiennes, à la foi de l'Église, à sa pratique. Comment nos communautés, notre Église, autorisent-elles des reconfigurations d'histoire? Autorisent-elles de l'unité narrative? Comment autorise-t-elle du récit, de la capacité à relier son existence? Comment la soutient-elle? Comment vient-elle l'étayer? Et dans toutes les histoires, parfois ô combien douloureuses, de procréation, je pense entre autres à nombre de personnes, de mamans seules, des histoires douloureuses d'adoption ou de procréation médicalement assistée. Il est nécessaire, comme dans les histoires de fin de vie, de maladies graves, que nos communautés puissent venir faciliter, parfois donner des mots, à la reconfiguration de l'identité narrative de chacun. Deuxième cohérence, dont parle Paul Ricoeur, la cohérence pragmatique. Car nous faisons tous l'unité, je le disais à l'instant, nous faisons tous, l'expérience de la pluralité narrative à travers les conflits de désirs, de visées, de projets de vie et de bonheur qui nous traversent. Alors une autre cohérence est nécessaire, celle qu'il nomme la cohérence pragmatique. Cohérence pragmatique qui renvoie tout simplement à des règles pragmatiques qui ne tranchent pas sur le fond, mais qui vont rendre le conflit négociable, supportable. Par exemple, tout simplement, ne fais pas à ton prochain ce que tu ne voudrais pas que ton prochain te fasse. Chose qui ne tranche rien sur le fond, mais qui va permettre, avec un peu de chance, de pouvoir vivre ensemble. Donc, nécessité impérieuse que cette cohérence, qu'il ne faut pas rechercher comme une cohérence pleine de règles, comme si
La vie était régie uniquement et d'abord et par-dessus tout par des règles, mais d'un minimum indispensable pour une non-contradiction de sa propre existence, où je vais pouvoir accepter que d'autres fassent ce que je fais, ou que je ne fasse pas ce que je n'autorise pas aux autres. C'est à travers cette cohérence pragmatique que se réfléchit, que se pense l'autonomie du sujet, y compris cette autonomie que Ricoeur reprend à la philosophie anglo-saxonne et qu'il nomme l'ascription, autrement dit la capacité à prendre sur soi les règles que l'on trouve en arrivant au monde, comme tout simplement, si j'ose dire, ne pas tuer, ne pas mentir, tenir parole, etc. Troisième et dernière cohérence, dans ce cinquième et dernier point, pour tenter de tenir ensemble quelque chose de l'idéal et de faire face au réel, ce qu'il appelle la cohérence poétique. Car pour échapper, d'un côté, entre la tentation d'une cohérence trop pleine des règles, ou de l'autre, d'une unité narrative qui serait totalement subjective et qui pourrait être aussi totalement fragmentée, il faut en quelque sorte un autre chemin, un troisième type, si j'ose dire. Il faut que chacun puisse construire une cohérence inédite entre le possible et le réel, une cohérence donc du souhaitable entre ce qu'il désire et ce qui se présente. Une cohérence donc à construire pour pouvoir répondre de nos réponses, répondre de nos actes, de nos façons de nous engager dans l'histoire, de trancher singulièrement. Et la cohérence poétique est alors cette capacité créatrice qu'a chacun et qui va caractériser le travail du jugement éthique, le travail de la raison et le travail de l'imagination qui doit les accompagner. En quelque sorte, parvenir à travers la cohérence poétique à quelque chose de l'ordre du compromis, ou pour proposer un autre terme cher à cette tradition philosophique, quelque chose comme la capacité à mettre ensemble des possibles qui sont a priori inconciliables. Comment, à partir de possibles qui ne semblent pas conciliables, qui se contredisent entre le possible de la médecine et le possible que je voudrais vivre de la fidélité au magistère de mon Église, comment là trouver une voie qui va rendre possible quelque chose de neuf où je vais pouvoir orienter mon existence. Quelque chose comme une promesse entre deux, comme une promesse entre des possibles, entre du possible et ce qui se présente, entre ce que je désire et ce qui se présente, comment là refigurer en quelque sorte la réalité qui est la mienne. C'est parce qu'il y a du tragique à la vie humaine que doit surgir pour chacun d'entre nous, pour notre Église, pour la réflexion éthique en théologie, la passion de pouvoir faire cohabiter dans un même monde ce qui semble pourtant ne pas pouvoir y cohabiter. Là où l'on ne verrait que de l'incompatible, faire voir qu'il y a du possible, qu'il y a du souhaitable, qu'il y a du praticable. Et je crois que c'est cette passion-là, pour ce chemin, pour cette capacité inédite de l'humain,
pour cette cohérence inédite qui se tient en chacun et entre nous, que c'est cette passion-là qui peut faire pièce à la dispersion tragique tout de même des éthiques dans lesquelles nous sommes. Je conclurai par 2 mots ou 3. Il me semble qu'il est clair au fil de l'évolution, non seulement de nos sociétés, mais des siècles, que la nature, je me garderai bien ici de la définir, peut être transformée, et que ce qui augmente les possibilités d'exister est bon. Mais cette transformation n'en demeure pas moins discutable, et le débat doit rester ouvert, tant sur les buts recherchés, dans la transformation de la nature, et les PMA en sont un exemple frappant, tant sur les buts recherchés que sur les moyens et les résultats. Mais ceci étant, à la lumière des évangiles, notre éthique doit pouvoir venir rompre avec une tentation trop souvent hédoniste qui prétend rétribuer le désir comme l'effort, alors même que si la nature peut être transformée, la souffrance reste là, absurde, incontournable. Et c'est cette condition tragique, cette impuissance même que le Christ a voulu porter et qu'il a porté jusque sur la croix, jusque dans le don de lui-même. Il y a de la perte dans la vie, dans la nature, dans l'histoire. Et c'est parce que le Christ a touché cette impuissance, qu'il a consenti à aller jusque-là, dans la mort, que la résurrection peut frayer son chemin, car le corps glorieux n'est pas celui du tombeau, ni celui qui se revêterait d'immortalité, mais il est la parole qui nous traverse et qui s'appelle l'art d'aimer, car la parole s'est faite chair. C'est là que peut se trouver pour nous, en théologie aussi, l'inspiration, la source de la créativité de la vie bonne, avec et pour d'autres dans des institutions les plus justes possibles. Et je terminerai par ce mot d'Hannah Arendt que je vous laisserai pour le voyage de vos 2 journées de colloque. Le miracle qui sauve le monde, dit-elle, dans la condition de l'homme moderne, le miracle qui sauve le monde, le domaine des affaires humaines, de la ruine morale, c'est finalement le fait de la natalité, dans lequel s'enracine ontologiquement la faculté d'agir. En d'autres termes, c'est la naissance d'humains nouveaux, le fait qu'ils commencent à nouveau l'action dont ils sont capables par droit de naissance. Je vous remercie.